Et du coup, vous pouvez me rappeler le cadre parce que Alors, je me rappelle pas. je comprends. En fait, je suis en L2 de sociologie et donc c'est un TD d'entretien sur l'engagement l'engagement des associations. On devait choisir après un thème en particulier. Et donc nous, on a choisi les travailleuses du sexe. Pourquoi les travailleuses du sexe? Il fallait qu'on vous l'explique du coup. Ouais, c'est que l'année dernière, du coup, j'ai fait un volontariat en Colombie. Et j'étais dans une association qui s'appelle Hogares Claret. Et donc ça traitait la prostitution du sud de Bogota, des mineurs. Et aussi il y avait prostitution, abus sexuels, violence. Et aussi pas mal de la situation de drogue des parents. C'est un symbole. Donc du coup, ça m'a intéressée, j'ai un peu voulu pas forcément, nous il n'y avait pas du tout d'aide finalement, c'était super dur en Colombie, la manière, donc du coup on a un peu, pourquoi j'ai voulu prendre étudier les travails du sexe, c'était plus pour comprendre un peu l'engagement des associations en France, et un peu les manières de posséder, oui, c'est un chapitre. Je pense à pas forcément, il n'y a pas de parallèle direct forcément à faire avec d'autres pays, et du coup il y a moyen d'aller creuser et passer un peu de temps à essayer de comprendre. C'est bien compliqué. Mais du coup, voilà, c'est une fiche. Donc je pense avec une première question. Donc c'est pouvez-vous m'expliquer ce que défend l'association? Merci beaucoup. Et je peux commencer par ce qu'elle ne défend pas, dans le sens où elle défend ni une position. Elle se pose pas la question du pour ou du contre la prostitution au travail du sexe. Et d'ailleurs, dans l'explication sur le site, qui est déclinée sur plein de supports, il y a vraiment la distinction entre prostitution et travail du sexe. Et du coup, ce que défend l'association, c'est plus un principe de réalité, des actions de terrain, et pas une idéologie particulière, bien que effectivement il y a un positionnement politique derrière qui est défendu, mais qui se situe pas dans des questions existentielles, dans une philosophie, dans une morale. C'est vraiment des états de fait, c'est-à-dire qu'on va regarder comment ça se passe pour pour les personnes dont on s'occupe, vraiment au cas par cas et en termes de statistiques internes, disons, et on va en déduire un positionnement à prendre. Mais c'est pas... ouais, c'est ça sort des idées. Un positionnement à prendre, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Je parle plus d'un point de vue de l'abolition, des principes abolitionnistes, ou des principes réglementaristes, en fait toutes les questions qu'on se pose autour de la légalisation, la juridiction du travail du sexe, et qui est vraiment au cœur du travail en permanence, puisque c'est ça qui va gérer le quotidien, qui va offrir le cadre qui permet de pouvoir exercer ou pas un travail du sexe, et dans quelles conditions. Ça détermine toutes les conditions de ces personnes-là, que ce soit des personnes avec un statut privilégié, entre guillemets, mais dans ce panel-là, il y a des personnes qui sont quand même vachement plus privilégiées que les autres, qui sont plus par Internet, ou qui sont blanches. Et puis après, ça va jusqu'à des situations de traite d'humain, mais là, c'est des personnes qui sont quasiment inatteignables. On peut pas vraiment y avoir accès direct, parce que c'est trop dangereux. Et il y a une loi qui gère pour tous les profils. D'accord. Et ça rend les choses très compliquées. Donc, sur ce point-là, on va lutter, mais c'est pas parce qu'on veut instaurer la prostitution ou le travail du sexe comme quelque chose d'idéal, ou l'effacer comme quelque chose d'idéal non plus. D'accord. Ok. Donc c'est du concret. C'est une association qui est très dans le concret, sur le terrain. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez me dire une action vraiment concrète qu'elle peut mettre en place, du coup, l'association? Ouais.
Enfin, déjà, il y a des maraudes. Et ça, c'est assez précieux, je trouve, qu'on est obligé de réduire parce que plus assez de subventions et que du coup, ça se paupérise dans tous les sens. Il faut aussi des formations. Enfin, là, on est ouvert à la formation pour pouvoir... on est vachement attentif aux soignants et soignantes. De former des soignants et soignantes qui peuvent être amenés à suivre le corps, enfin, avoir un rapport aux soins corporels. Ou au psy aussi, parce que ça peut être un carnage, enfin, vraiment des personnes qui vont pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement, et qui se mangent de la butophobie, enfin plein fouet, alors qu'elles viennent chercher du soutien qu'elles en ont vraiment besoin. Mais chez les gynécos, c'est une horreur. Enfin, et du coup, tout ça, ça réclame une éducation, voire une rééducation, enfin, des personnes qui sont déjà en service. Après, il y a des permanences aussi. Il y a des heures de permanence qui sont assez nombreuses. Où, c'est pareil, là, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, il y avait au moins 3 personnes. Donc, les personnes pouvaient prendre rendez-vous ou arriver sans rendez-vous, on notait le nom au tableau et puis la journée suffisait pour que tout le monde passe. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne, par exemple, généralement, mais qui doit se recueillir le même nombre de personnes. Il y a aussi des personnes qui sont, il y a beaucoup de personnes qui sont bilingues et du coup qui ont un accès, enfin même plus que bilingues, c'est-à-dire qui ont une double culture et du coup qui peuvent aussi rentrer en lien avec des communautés où c'est quand même vachement plus compliqué quand on est blanc et qu'on parle bulgare, et qu'on capte pas certains codes et ça, c'est quand même vachement précieux, mais c'est pareil, c'est compliqué, ça a été compliqué à mettre en place, et c'est très réclamé. Il y a beaucoup de personnes qui demandent où est la personne référente parce que ils peuvent parler de plein de trucs que nous, on n'a pas accès. Ça, par exemple, ouais, c'est important. Il y a quelqu'un qui vient apprendre à lire aussi, par semaine. Enfin, il y a plein de différents ateliers comme ça. L'infirmière est très présente aussi. Ça se décline. Mais il y a quand même des informations assez claires sur le site. Mais c'est surtout un lieu de réconfort. Si on fait du café, c'est aussi simple que ça, quoi. Mais et après, on peut renvoyer. Alors, juste avant, du coup, c'est une demi-heure par question. Je sais qu'on va pas faire une heure. C'est ce qu'on attend. Okay, la matière. Avant, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on faisait un accompagnement par rapport aux personnes qui n'ont pas de papier. Normalement, les personnes viennent, déposent un dossier, qui s'il est refusé, il y a comment on appelle ça ? C'est pas un recours, parce que c'est le 3e. En gros, il y a une deuxième sollicitation. Et ensuite, il y a le 3e recours, que généralement personne ne fait parce qu'il y a très peu de chances d'avoir ses papiers quand on a le 3e recours. Et après, c'est terminé, la personne a expédié. Et maintenant, on a dû, à cause des rognages de subventions, on a dû abandonner ce soutien aux personnes réfugiées ou migrantes qui arrivent et qui ont besoin, en fait, toutes et tous travaillent du sexe, quoi. Et on les a renvoyés à des associations. On s'est dit qu'ils étaient quand même à même de comprendre ça, de pouvoir les accompagner dans la recherche de papier. Parce que c'est des personnes qui connaissent rien au TDS, qui ne sont pas forcément formées pour pouvoir ne pas avoir de jugement, pas avoir de questions déplacées, pouvoir être s'occuper juste des papiers, en fait. Et ça pue. Et on a été obligés de lâcher ça. Et il y avait je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble qu'on avait au moins une 40aine de personnes qui étaient suivies là, et à qui on a dû dire désolé, on ne peut plus. Et c'est hyper dur. J'ai vraiment dû faire un choix cornélier. Et c'est des personnes qui elles ont pas beaucoup d'autres recours, quoi. Ok. Et donc ça, j'ai essayé un peu de me renseigner. C'est par rapport aux subventions de 2016. Non, est-ce que c'est pas à cause de la loi de dépénalisation. J'essaie de comprendre la baisse des subventions, d'où elle venait exactement. C'est une bonne question. Je sais pas vraiment. Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a une baisse générale de toutes les assos. D'accord. Je pense que effectivement. Nous, on a accepté de porter quelques dossiers par rapport à cette loi de sortie de parcours, parcours de sortie, qui peut accompagner.
Sauf que, en fait, il y a très peu de dossiers qui ont été pris. Enfin, c'est impressionnant. Parce que c'est dérisoire, quoi. Enfin, et en plus, on est l'association qui en a eu le plus. Enfin, là, il y a eu 4 personnes qui ont. Le dossier est passé au premier instant, je sais pas. Et du coup, ça a été payé très peu, mais vraiment très peu. Enfin, c'est ridicule. Et vraiment quelques milliers d'euros, les chaussettes. Et en revanche, ça a demandé énormément de travail. Et du coup, c'est ce coût aussi, entre l'énergie dépensée et l'argent gagné, qui était absolument disproportionné. En fait, pour chaque personne, pour faire un dossier, mais il faut revenir dessus, il faut le retravailler. Et les personnes jury, c'est des personnes qui n'y connaissent strictement rien. Donc, qui ont vraiment des postures très racistes, en fait, qui veulent écumer, qui veulent envoyer des gens dans leur pays. Enfin, c'est vraiment cette directive-là, elle est quand même très claire pour tout le monde, qui sont souvent très sexistes, et qui sont très abolitionnistes. Du coup, il y a vraiment quelque chose. Les personnes doivent tenir un discours type de je vais m'en sortir, et sachant que ce qui leur est donné à elles et eux ensuite, c'est 300 balles. Donc, pour se sortir d'une situation où on n'a pas de papier, on doit se loger, il n'y a plus de logement. Donc en fait, elles doivent se démerder à vivre avec 300 € sans refaire de passe du tout, rien. Sinon, elles se font taper sur les doigts et on les vire. Et il y avait quand même des candidates pour ça, mais rien que la mécanique du processus, ça en dit long, je trouve, sur l'incompréhension totale de ce que c'est qu'être dans une situation de prostitution sans papier en France. Et du coup, ça a mangé énormément d'énergie aux directrices qui ont préparé tous les dossiers, aux allers-retours aussi avec les personnes de terrain, au fait d'amener les personnes, passer les auditions, revenir sans signer. Et c'est une mise en échec potentielle en permanence pour les personnes qui ne sont pas reçues et qui, elles, sont vraiment en détresse parce qu'elles veulent vraiment sortir de là coûte que coûte, en fait. Et si on leur dit non à la fin parce qu'elles n'ont pas dit le bon mot, c'est une catastrophe. Parce que sur quels critères ils se basent exactement pour accepter un dossier ou le refuser? Je pense que... En fait, c'est hyper... Par exemple, là, il y a une personne qui a été refusée parce que ça faisait trop longtemps qu'elle se prostituait plus. Du coup, c'était pas dans une situation d'urgence. Mais si c'est dans une situation qui est trop d'urgence, on pense que la personne ne va pas réussir à décrocher d'un coup. Du coup, ça c'est une jauge hyper précise. En fait, il y a des mots-clés comme n'importe quel dossier quand on envoie un dossier de subvention pour un projet artistique ou intellectuel. On sait très bien que l'administration a des mots-clés, que ça remplit des cases, et puis voilà. Et c'est exactement pareil. Et du coup, il faut vraiment rentrer dans une espèce d'entre-deux qui fait que ça passe. Mais le truc, c'est qu'il y a eu des milliers et des milliers d'argent promis. Pour ça, il y a eu un budget qui a été vraiment comptabilisé, présenté. Et sauf que ce qu'on reçoit en tant qu'asso, mais c'est ridicule. Et on se demande où est cet argent qui a été, ou alors c'est pas cet argent qui a été débloqué, c'est un mensonge, ou alors cet argent il est ailleurs, parce qu'on n'est pas 10 000 assos en France à faire ça non plus. Et que si on a 2 000 € par asso, c'est ridicule, c'est pas possible, quoi. Du coup, voilà, et puis ça fout la pression, et ça fait partie, je pense, de la mauvaise gestion argent-énergie qui se met en place là, en tout cas pour nous, dans des équilibres. Et d'où aussi le besoin d'ouvrir à la formation, de former de demander à des structures déjà établies de payer les formations, pour que ce ne soit pas les individus qui le payent, mais que ce soit comme, je sais pas, un chaudronnier va faire une formation, rajouter une option en fait, et que ça peut être payé par des structures. Et du coup, on espère que ça va ramener un peu d'argent et que ça va former des gens, quoi. D'accord. Alors, du coup, j'avais une question, donc ça, vous avez déjà un peu répondu, mais c'était quelles difficultés rencontrez-vous au sein de l'association? Alors moi, je suis membre du CA, donc j'ai juste
je le vis pas, tout ça. Mais j'ai juste qu'on me ramène. Et ça, tout ce que j'ai dit là, ça vraiment, je pense que c'est le plus gros, que c'est des personnes qui sont épuisées. Même si je trouve que c'est une asso qui a vraiment c'est des gens qui s'entendent très bien. Moi, c'est hyper rare. C'est la première fois, je crois, que je vois une asso où ça... Où il n'y a pas... Ça se frite très peu. Et voilà, elle arrive à dénouer tout ça assez vite. Mais punaise, il y a de quoi s'engueuler très fort tout le temps, quoi. Parce que je sais pas, il y a des cas de conscience. Une personne qui, par exemple, une des employées qui est épuisée, il faut qu'elle prenne un arrêt, sachant que c'est une asso communautaire, c'est-à-dire que la plupart, au moins la moitié des personnes sont travailleuses du sexe. D'accord. Et du coup, ça change tout, par rapport aux autres aussi. Non seulement c'est terrain, mais en plus, c'est des personnes qui ont l'aide de travail, quoi. D'accord. Et du coup, effectivement, les personnes travailleuses du sexe ne sont pas forcément traitées pareil. S'il y a besoin de souffler des fois, il y a besoin de souffler. Sauf que ça peut mettre l'équilibre financier de l'asso en péril. Et du coup, comment on fait avec ça ? Et s'il y a un cas de personnes qu'on suit qui est vraiment la rue, ça nous arrivait de débloquer un peu d'argent pour pouvoir juste payer 1 ou 2 nuits d'hôtel. Et ça, mais du coup, ça enlève de l'argent à d'autres. Donc, quelles sont les réelles urgences ? Là, où est-ce qu'on peut déléguer en fait à d'autres assos, mais sans être certain que ça soit très... Ouais, l'environnement soit propice. Et à la fois, c'est un quotidien qui est, d'après ce que j'en ai vu, qui est plein de joie très forte et plein de détresse très forte aussi. Je pense que dans le social, il y a ces deux, et que ça donne vachement d'énergie, en même temps ça épuise. C'est vraiment hyper ambivalent. C'est des personnes qui sont très fatiguées. Les personnes avec résilience, il n'y a personne en plein temps parce que c'est épuisant. Même pour vous arrivez, du coup bénévole, c'est ça ? Non, ouais. Mais même pour vous arrivez avec votre vie à côté de l'association, c'est pas difficile de débloquer vraiment et de passer à autre chose après avoir passé des journées quand même, ou des heures quand même assez non épuisantes mentalement, mais j'imagine qu'il faut quand même, ça va être dur aussi. Je sais pas comment vous expliquer ça, leur faire décrocher totalement et passer à autre chose. Je pense que ça dépend vraiment de chacun et chacune. Moi, je pense qu'il y a un truc qui je trembouille un peu dedans, mais ça me donne vachement de matière à réfléchir, et puis ça change un peu mon regard, ça le décale un petit peu à chaque fois. Et après, ça fait un peu... Et puis parce qu'il y a un truc qui est quand même net, c'est que c'est pas moi qui suis concernée directement. Du coup, il y a une distance quand même qui se met, et en revanche, ça me donne envie de m'investir. Là, je pense que le militantisme, il a tout son sens aussi dans le fait de se poser vraiment la question de cette disponibilité, parce que je pense qu'on peut complètement se paumer là-dedans, s'identifier complètement, et puis avoir envie de sauver tout le monde et que ça dérape quand même super vite. C'est que moi, ce que je trouve cool dans cet asso, c'est que j'ai pas la sensation que c'est des personnes qui veulent sauver. C'est des personnes qui veulent répondre aux besoins que la personne en face formule. Du coup, ça change énormément de choses. C'est que des fois, il y a juste besoin de distribuer des capotes et puis de s'asseoir et prendre un café, mais vraiment, et de dire il fait beau en ce moment, c'est chouette, j'aime bien ton maquillage, et c'est tout. Et en fait, de passer du coup du temps à faire ça, ça déstresse tout le monde. C'est quasi que la majorité du temps, non, mais en tout cas, on en a besoin régulièrement. Et après, en revanche, oui, il y a des cas d'urgence, il y a des cas des personnes qui vont vraiment très très mal, et puis mais ça se gère collectivement. On est rarement seul face à quelqu'un qui est en situation de détresse profonde. C'est une équipe, et ça change tout.
Et moi, je sais que, je suis vraiment des allers-retours et c'est pas, je suis pas sur le terrain. Enfin, j'y suis allée pour pouvoir me faire une idée et puis et puis je vais continuer. En revanche, c'est pas mon travail, je suis pas investie pareil. Mais je sais que s'il y a quelque chose que je vis mal ou si j'ai des questions à poser, ça sera pris en compte. Et pareil de l'autre côté, mon aval il compte, mais ce que je peux renvoyer, ça donne matière à réfléchir. Et moi, ce qu'ils attendent de moi, je pense que c'est pareil de l'autre côté, c'est que je suis en grosse observation et je réponds à la demande. Là, par exemple, ils avaient, pendant 4 mois, il y a la personne qui s'occupe du web était absente. Donc, du coup, c'est moi qui remplace, qui m'occupe du Facebook et du Twitter. Mais je vais pas m'engager à prendre des initiatives en disant je sais ce qu'il vous faut. Moi, je suis hyper calée là-dessus. Et du coup, ça donne c'est vachement enrichissant d'un point de vue du travail d'équipe, je trouve. Ça, j'aime bien. Okay. Du coup, je suis plus partie sur ce qui est cool. Mais Et j'ai une autre question, parce que je m'en souviens, j'ai peur d'oublier. Vous avez parlé de la putologie, un phénomène, et ça, j'ai pas compris, je connais pas. La putophobie, après, c'est ce qu'on. Oui, ça englobe en fait tous les actes ou les attitudes qui sont contre les TDS, contre les putes, quoi. Mais TDS, travail du sexe, ouais. Du coup, ça va plus vite. C'est vrai. Travailleurs et travailleuses du sexe. Ouais, voilà. Et ça peut il y a plein de choses qui peuvent en découler. Ça peut être juste ne pas avoir conscience que c'est une insulte, qu'il y a quelque chose qui est très banalisé dans le fait d'utiliser ces mots-là. Et puis, dans le fait que ça soit injurieux de ressembler à. Et après, il y a toutes les méthodes abolitionnistes, abolitionnistes pas forcément toutes, mais qui sont quand même, qui sont pas anti-prostitution, anti-travailleurs du sexe. Ça se loge sur les individus, et c'est plus ça. Je dirais. Et j'ai cru comprendre ça justement parce que en cherchant un entretien, j'ai aussi contacté l'amicale du Nid. Ouais. Et j'ai employé le terme. Malheureusement, en fait, on s'était pas renseigné. On devait quand même choisir une thématique qui nous intéressait sans vraiment avoir d'informations. Okay. Du coup, j'ai utilisé le terme de travailleuse du sexe. Ah oui, ils ont pas aimé. Et j'ai eu un appel justement où je me suis fait la personne s'est un peu énervée, où elle m'a expliqué comment je pouvais parler de travailleuse du sexe sans me renseigner sur une association. C'était vraiment, donc on a parlé pendant pas mal de temps. Et du coup, j'ai voulu est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a autant je peux pas parler non plus de haine, mais vraiment quelque chose vraiment d'horrible entre le fait d'utiliser 2 mots pour des personnes un peu sans avoir vraiment d'idée. J'ai senti vraiment, du coup, j'aurais aimé comprendre pourquoi. Ouais, par exemple, pour moi, il y a un truc cette haine-là ressentie. C'est vrai, c'est chaud, hein. Moi, ça m'échappe aussi, c'est souvent des personnes féministes, mais féministes, non, je vais pas te mettre tout là-dedans, mais ça fait partie d'un profil quand même. Qui considère que le travail du sexe ne peut pas être un travail. Donc, dire le mot travail, en fait, c'est un positionnement politique. Les personnes qui disent travail du sexe, c'est qui reconnaissent ça comme un travail possible. Les personnes qui disent prostitution, souvent, ou acheteur de viol, bon là c'est encore plus clair, hein, mais acheteur de viol. Ouais, il y a vraiment ça, c'est pour dire client ou pédocriminel beaucoup. Il y a toute une clique qui vraiment utilise des mots hyper violents, mais de manière très précise. Et parce que ça, pour elles et eux, ça paraît absolument inconcevable qu'on utilise le corps ou la sexualité dans un cadre qui n'est pas intime ou qui n'est pas sacré. Et du coup, en faire un service monnayable, ça vient toucher à quelque chose qui réveille des haines, qui est vraiment... et là où c'est hyper problématique, c'est que
ne sont absolument pas prises en compte les personnes qui pratiquent. On leur demande rien du tout, on leur accole plein d'étiquettes, que ce soit traître, esclave, enfin soit soumise, soit traître capitaliste, ou enfin. Et parce que il y aurait que la traite des humains qui serait qui emmènerait à la prostitution, et que si les personnes qui se prostituent le font, disent de le faire vraiment en toute conscience, c'est qu'elles sont manipulées, elles ne se rendent pas compte. C'est vraiment ce qui est renvoyé en permanence. Donc pour les personnes en face, c'est insupportable à entendre, parce qu'il y a des personnes qui choisissent, moi j'en ai rencontré plein, ce métier, et qui sont dans un trou où elles n'aiment pas forcément leur travail. Mais il y en a qui adorent leur travail, et quand elles m'expliquent pourquoi, je suis là, mais oui, c'est génial comme travail, enfin, c'est très très beau. Et à la fois, c'est un travail que moi je pourrais pas faire. On s'en fout. Enfin, la première que j'ai rencontrée, la première TDS, moi je dis travail du sexe, elle m'a dit, moi je viens plutôt du milieu artistique, du coup la scène, enfin, et elle m'avait dit, mais moi j'arriverai jamais à monter sur scène, à me produire sur scène. J'ai l'impression que c'est hyper impudique, on voit comment tu pleures, on voit comment t'as peur, on voit plein de trucs de ton émotion, et je trouve ça d'une non-pudeur. Et du coup, j'ai pu lui répondre, moi, pute, je trouve ça un peu impudique, mais je comprends ce qu'elle voulait dire, et moi, je me pose jamais cette question. Ma pudeur, elle se situe pas du tout là, mon intimité, elle se situe pas là, et je fais payer les gens pour qu'ils voient quelle tête j'ai quand j'ai telle ou telle émotion. Et c'est vrai que ça peut être vu comme quelque chose de très impudique. Et du coup, c'est juste change un peu d'angle. Et je pense que les personnes qui peuvent me dire tu fais de la scène parce que je sais pas, parce que t'es perverse et que t'aimes montrer comment tu chiales, ou montrer, enfin je sais pas, ça me paraît aussi absurde, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le même rapport au corps que le mien, et qui effectivement je sais pas, ça leur correspond à un moment donné. Et du coup, comme c'est dans le monde des idées, quand même beaucoup, le fait que le travail du sexe, la prostitution ne peut pas être le travail du sexe, ça déclenche des haines. Alors que quand on est sur le terrain, il y a quelque chose qui est juste dans la réalité. C'est quoi le mieux pour vous? On va essayer d'y répondre. Et c'est les personnes qui s'autodéterminent, qui répondent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent. Du coup, de pouvoir faire entrer les travailleuses du sexe dans une association pour qu'elles puissent guider aussi les personnes autour, et dire non, mais sur le terrain on manque de ça, ou ça c'est une idée préconçue, mais c'est hyper précieux de faire une alliance, parce que sinon on reste que dans ces fantasmes, et en plus ça aide pas du tout ça n'aide en rien la lutte contre la traite. C'est une catastrophe, parce que ça les stigmatise aussi, parce que c'est des personnes qui sont très difficilement atteignables, et que c'est pas les petites assos, c'est pas des personnes qui vont venir d'elles-mêmes, et c'est des personnes qu'on peut mettre en danger si jamais on y va, et que c'est insistant, et que c'est pareil, c'est infiniment plus complexe que la sauveuse blanche qui va repêcher la petite migrante, et il n'y a pas assez de moyens déployés contre ça, mais vraiment. Et c'est des personnes qui souvent ont moi je trouve que ce qui serait vraiment intéressant à faire, c'est de dézinguer les chiffres qu'ils donnent, parce que de donner les chiffres de la traite, c'est absolument impossible, parce que c'est caché. La traite, alors vous avez parlé, qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez parlé de la lutte contre la traite? Ouais, la traite, c'est quand les personnes sont forcées à être dans une situation de prostitution, que vraiment elles sont dans un cadre où généralement elles parlent pas anglais, elles parlent pas français, elles parlent pas espagnol, elles parlent pas de langue européenne, et du coup elles sont extrêmement maltraitées, et c'est mais comme des personnes qui confectionnent des t-shirts, comme des personnes comme il la traite. Il y a eu quelques années, il y a eu des coiffeuses aussi qui sont rebellées. Il y a eu des femmes de ménage aussi, beaucoup, des personnes qui font le ménage. C'est des personnes qui sont sans papier, à qui on confisque des papiers. On dit si tu fais pas ça, ok. Et du coup, c'est l'esclavage, c'est complètement l'esclavage. Et souvent, les abolitionnistes, chiffrent ce taux d'esclavage dans la prostitution. Je vois absolument pas comment. Je pense qu'il n'y a pas un recensement des personnes esclaves, quoi. En revanche, il y a un recensement des personnes migrantes
Mais il y a vraiment un amalgame qui est fait là-dessus très fort, et on le voit beaucoup, c'est que les personnes qui viennent et qui sont comptabilisées, je pense, dans ces chiffres-là, c'est des personnes qui sont dans une détresse économique forte. Ouais. Parce que, qui sont qui sont vraiment dans la merde, dans leur pays, qui fuient vraiment des situations catastrophiques, et qui savent très bien ce qu'elles veulent faire en France. Elles viennent, elles se prostituent pendant un certain temps, elles envoient de l'argent, et quand il y en a suffisamment, elles rentrent ou pas. Des fois, ça peut durer des années, des fois, il y a des enfants à charge, souvent. Et c'est des situations, c'est terrible, hein. Enfin, c'est hyper dur. Mais c'est pas des personnes qui ont été bernées par des proxénètes imaginaires avec une grosse moustache. Et puis, enfin, souvent c'est des femmes, qu'on appelle des mamas, qui trouvent le logement, qui font des traductions, qui mettent en lien, et qui empochent de l'argent. C'est pas des gens, enfin, d'un point de vue personnel et des profils, il se passe plein de trucs et c'est hyper dur. Mais c'est pas la mafia sur TF1 ou sur M6 qu'on dépeint. Ça, je pense que c'est vraiment un gros fantasme, même si ça existe. Mais c'est les lois là, les associations abolitionnistes, elles visent pas ces personnes-là directement parce qu'il y a rien qui est fait pour elles. Et eux, quoi. C'est une catastrophe. D'accord. Je vois plein d'infos. Et du coup, vous pensez que donc, les abolitionnistes sont aussi militantes? Ouais, mais de l'autre côté de la barrière. D'accord, ouais. Après, il y a des abolitionnistes. Enfin, c'est intéressant aussi d'avoir des nuances là-dessus, mais il y a des personnes qui connaissent rien et qui connaissent rien ou qui n'ont pas idée de ces réalités-là, disons, et qui vraiment aimeraient qu'il n'y ait pas de prostitution jamais. Nulle part. Qui part d'un idéal plutôt bienveillant en fait. Enfin, ça devrait pas exister. Mais comme le travail devrait pas exister non plus, et du coup de mettre la prostitution au cœur de cette préoccupation qui sont pas malveillantes, je trouve ça toujours très curieux. Je vois pas pourquoi est-ce que des systèmes d'exploitation, il y en a partout, tout le temps, dans une société capitaliste aujourd'hui. Et qu'aussi ça peut permettre à des personnes qui en fait sont dominées, enfin qui font partie des personnes dominées. C'est-à-dire que, pour moi, je suis persuadée que si c'est une majorité de femmes qui se prostituent, mais c'est parce que c'est une majorité de femmes qui est en galère de thunes, quoi. Enfin, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et pourquoi est-ce que il y a beaucoup de personnes trans? Parce que être trans en France et trouver du travail, c'est super compliqué. Être migrante, c'est pareil. D'arriver en étant je sais pas, on est une femme d'une quarantaine d'années et puis on arrive en France, on n'a pas de papier, on peut même pas aller bosser chez McDo, quoi. Du coup, on est obligé de faire ça. Et c'est ça qui fait les pourcentages. Mais il n'y a pas un... Enfin, et que ça, je pense que si on ne s'est pas un peu confronté à du terrain, on reste dans cette idée de ça ne devrait pas exister. Et donc ces abolitionnistes-là, je pense que si c'est des personnes qui viennent voir à un moment donné et qui se rendent compte, qui se nourrissent un peu de concret, et c'est des personnes qui peuvent au moins nuancer. Au moins nuancer leur pensée et pas être toxiques à travers ça, quoi. Parce que pour moi, il y a des abolitionnistes dans une idéalisation un peu comme ça de la société parfaite. Je comprends complètement. Mais il y a des abolitionnistes qui passent à l'axe en permanence et qui sont d'une violence. Et ça, quand on essaye d'avancer, déjà c'est vachement compliqué pour les personnes par rapport au gouvernement, par rapport aux préjugés. Et en plus, on se tape. Et avec cette agressivité, mais qui est, on s'y mise. En fait, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça ne vous concerne pas, vous ne vous prostituez pas. C'est pourquoi ça vous fait cet effet-là aussi violent, quoi. Par exemple, par rapport à l'Amicale du Nid, je ne sais pas si vous allez pouvoir me renseigner, mais ils font pas de terrain. Alors, je sais pas comment ils se positionnent. Je sais pas, parce qu'en plus il y a le Nid, il y a l'Amicale du Nid, c'est pas exactement la même chose. Le Nid, c'est quand même, il y a plein de petits courants à l'intérieur. C'est complètement ouvertement abolitionniste. Mais par exemple, ils peuvent, ils sont très médiatisés et c'est les personnes qui portent le message abolitionniste le plus fort et qui peuvent donner des chiffres aberrants comme
la moyenne de l'âge des femmes prostituées est de 14 ans. Donc ça, ils peuvent le balancer souvent dans les débats. Sauf que ce chiffre-là, il est réel, mais il vient d'une association d'aide aux victimes de traite mineures. Donc comme le mineur, la majorité sexuelle est à 15 ans, et oui, l'âge moyen était de 14. Donc en fait, c'est absolument détourné, c'est franchement abusé. Enfin, et ils donnent quand même beaucoup de références comme ça. Donc ils peuvent très bien dire qu'ils font du terrain en allant chercher des personnes qui sont dans des situations particulières pour après faire du chiffre. Et j'avoue que je suis un peu... Bon, après, peut-être que moi, je suis foutue, enfin, dans le sens où je suis comme ça, et que du coup, j'y vais, et quand moi, je me suis spécialisée dans le rapport aux médias. Du coup, j'ai beaucoup écouté parler des femmes de la bibliothèque et voir un peu comment est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur stratégie de communication. Et la stratégie de communication, elle est ils prennent... alors, il y a une ancienne prostituée qui s'appelle Rosen, qui elle témoigne en permanence, qui a vraiment été traumatisée, je pense, qui a vraiment une vie hyper difficile, et qui cherche à diffuser sa parole sur le fait que la prostitution, blablabla, c'est pas un vrai travail et tout ça. Et le NI est très friand de ce genre de témoignages, et je pense que c'est par exemple un soutien qu'ils ont pu lui apporter. C'est évident qu'il y a des cellules psychologiques qui sont mises en place pour les personnes qui concèdent à dire « En fait, je ne me rendais pas compte que je me faisais violer ». Et pour ce genre de personnes, ils sont très bien. Sauf qu'ils apportent zéro aide aux autres, mais zéro. Et que si la personne a le malheur de dire « En fait, moi, je me sens pas bien dans mon travail, mais pas pour le travail en elle, parce que tout autour, j'ai besoin d'en parler », il faut surtout pas aller les voir parce que ça peut être ravageur. Je pense qu'ils peuvent renvoyer le stigmate qu'on vient soulager un peu. Mais parce que même, juste avec ce que vous avez commencé par dire, c'est possible de donner des échantillons. Enfin, par exemple, le fait de dire que la moyenne d'âge est de 14 ans, c'est légal de donner de pas préciser l'échantillon sur lequel il se passe? Ah oui, dans les médias, complètement. Ça arrive tout le temps. Okay. C'est vraiment, et quand bien même ils peuvent renvoyer un lien, et ça serait cool. et ça peut être une citation, mais c'est vraiment, ça se joue sur des manipulations psychologiques super fines, quoi. C'est-à-dire que si on dit vous pouvez aller voir sur tel site en disant je sais pas c'est FDI, tout le monde se dit quand même c'est FDI, ça a l'air, c'est un acronyme, ça a l'air vachement sérieux. Et du coup, c'est écrit noir sur blanc, sauf qu'on ne sait pas que ça vient d'une association pour des aides pour des mineurs, quoi. Enfin, et dans la majorité sexuelle en France, du coup, il faut savoir tout ça. Sinon, c'est pas que la majorité sexuelle est à 15 ans. On n'a pas ces ressources-là. Donc, ils jouent, en fait, sur l'ignorance. Parce que, franchement, moi, les personnes autour de moi qui n'ont jamais eu à se poser ces questions-là, ils y connaissent strictement rien. Mais normal, quoi. Enfin, du coup, c'est facile de filer des faux trucs, quoi. D'accord. Et vous vous êtes spécialisé dans les médias par rapport à l'association ou en règle générale par rapport à votre travail? Par rapport à mon travail, travail ou travail, mais autre chose que l'association. L'activité. Moi j'ai commencé à approcher ce milieu parce que j'ai fait et je suis en train de le terminer, un web documentaire sur les stéréotypes véhiculés sur les travailleurs du sexe dans la sphère médiatique, à travers les médias dominants. Et c'est un truc que je décline, c'est pas forcément les travailleurs du sexe, mais là c'est les travailleurs du sexe. Et du coup, j'ai rencontré après, et puis c'est devenu c'est devenu un milieu social dans lequel j'ai évolué, et puis du coup, je suis arrivée à gagner des disques comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, j'en ai bouffé c'est mon choix et des trucs de merde en disant, et ça change là. Il y a quand même plein de trucs qui changent. Je trouve ça assez hallucinant. Avec la loi, avec le débat sur la loi. D'accord. Dès qu'il y a un débat public, en fait, il y a tous les projecteurs qui se rebraquent sur les personnes. Et la grosse différence avec il y a quelques années, c'est que il y a des témoignages qui arrivent de plus en plus.
Et vraiment, là, mais même ce matin, j'ai écouté un truc sur Arte avec une TDS et une abolitionniste, mais qui, au moins, il y a quelques personnes qui osent parler aussi, qui se soudent, et puis, enfin, et ça, c'est trop bien. Enfin, je trouve ça génial, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de soutenir aussi même les étudiants ou de dire oui, c'est intéressant. Ça commence à être exploré. Il y a se désapproprier un peu ça des abolitionnistes qui prennent tout l'espace médiatique. Enfin, là ça va mieux, mais au début quand je me suis renseignée, mais moi le NI, j'ai mis 1 mois et demi à capter que j'étais pas d'accord avec eux, mais sinon j'écoutais tous les chiffres, j'avais tout noté, et en fait j'ai eu un sentiment de trahison profond, quoi. D'accord. Okay. Et il pourrait, vous pensez que c'est la loi qui aurait amené ces changements, ou qu'est-ce qui ferait venir ces changements? La prise de conscience, enfin, il y a une prise de conscience. Je pense que c'est le débat public. C'est que là, en janvier, il y a eu ce qu'on appelle une question au Conseil constitutionnel, donc une QPC, qui a été alors quand une loi est considérée comme liberticide, on peut aller toquer à la porte du Conseil constitutionnel pour dire voilà, on est tant d'associations, tant de personnes concernées. Là, il y avait 9 associations et on vous demande de réétudier cette loi. Et là, elle a été retoquée elle n'a pas été retoquée, mais c'était sous le couvert de liberté d'entreprise. Donc il y a plusieurs avocats qui sont passés à la barre et du coup ça dure à peu près 2 heures. C'est vachement intéressant d'entendre. Donc il y a les abolitionnistes d'un côté et puis les avocats des assos et compagnie de l'autre. Et tout ça vient se friter face à un jury de vieux croutons. Et donc on a perdu. Et ça a été un petit peu dur. Mais on va amener tout ça le porter de manière européenne, quoi. Enfin, on va essayer d'aller plus haut pour qu'il y ait un truc qui se passe. Mais c'est que des associations de terrain qui ont porté ça, en disant voilà, on a tous les chiffres, on a des médecins du monde, on a fait un dossier comme ça, 2 ans après la loi, pour dire que là, avec des recueils de témoignages, plein chiffrés, et puis et puis sans la prétention de... C'est un chiffre qui parle de la prostitution, c'est juste que asso par asso, voilà nos statistiques. Quand on les regroupe, on se rend compte qu'en fait, il y a une augmentation des maladies, il y a une augmentation des violences, il y a une perte de revenus énorme, vraiment énorme, et c'est la catastrophe. Enfin, ça les protège pas du tout, ça les pousse beaucoup plus loin pour se planquer, pour pas que les flics, parce que les clients ont les pétoches, et comme ils ont les pétoches, ils peuvent aussi poser des conditions qu'ils posaient pas avant, c'est-à-dire c'est moi qui prends le risque, donc pas de capote. Et ça modifie complètement le rapport de pouvoir, et c'est pourri, c'est vraiment une catastrophe. Et nous on se bat assez, on a des subventions, donc on peut pas, on n'est pas act-up, quoi. Enfin, on peut pas être aussi vénère, ou le stress, le syndicat, on ne peut pas être aussi franche. Mais en revanche, très ouvertement contre cette loi de pénalisation, et c'est avec des arguments, quoi. Et du coup, vous avez qui comme, vous êtes avec qui comme association? On en a plusieurs. Au niveau des subventions ou au niveau de la collaboration, il y a ça, les assos. Franchement, il faudrait vraiment plus référer soit au rapport d'activité. Les rapports d'activité, mais c'est des bouquins, c'est génial. Enfin, moi, je les trouve vraiment hyper beaux. Ou soit sur le site, mais il y a tout ce qui est SIDAction, la lutte contre le sida, on est quand même très très proche, et on a plein de points communs et plein de discussions.
la lutte pour le droit des personnes migrantes, mais il y a plein d'écoles différentes aussi. Enfin, c'est compliqué. Tout ce qui est gouvernemental, en tout cas, c'est pas moyen, mais tout le reste, il y a quand même des accointances. Je sais pas. Et puis après, il y a le SRAS. C'est une association, c'est pas un syndicat légalement, mais c'est quand même le nom, c'est syndicat, qui font plein de trucs différents, mais qui sont quand même, on est dans la même directive à peu près. Enfin, il y a Cabiria à Lyon, qui est pas mal. Et après, il y a le bus des femmes, il y a le Médecins du Monde, très très proche de Médecins du Monde. Il y a le Lotus Bleu à Paris pour les personnes chinoises. Enfin, il y a... Mais c'est quand même... en gros, il y a 3 villes qui sont pas grignotées, disons, par les soirs de l'eau, on va dire. Enfin, les autres ont une place. C'est Toulouse, Lyon et Paris. Et sinon, j'avoue que c'est un peu un désert. Bordeaux commence à y avoir des trucs, mais c'est... Et c'est... Après, c'est un peu... Non, Nantes aussi, il n'y a pas Loma. Enfin, après, toutes ces références-là, je pense qu'il y a moyen de les avoir... Donc ça, je peux trouver ça sur... Probablement sur le site. Faut que je vois. Mais et sinon, il faut passer à l'assaut. Et il y a des fascicules, il y a des petits fascicules. Il y a moyen de s'asseoir et juste de feuilleter les rapports d'activité qui sont... Enfin, moi, j'en aurais acheté un avant même de les connaître. Et je l'avais lu, c'était mon livre de chiottes. Et c'était hyper bien écrit, quoi. Enfin, et ça explique vraiment la situation. Et il y a ce soin pédagogique que je trouve... chapeau, c'est hyper fort. Et du coup, vous, ensemble, vous mettez des actions ou juste vous soutenez... c'est, par exemple, je sais pas, prendre un exemple d'assaut. Avec les autres assos ? Ouais. Par exemple, avec ces actions, n'importe... vous discutez ensemble par rapport à ça. On fait, par exemple, les conférences de presse, généralement, on les fait ensemble, c'est bien d'être soutenus. On organise des manifs, on est tout le temps là. Quand il y a des stands à tenir, par exemple, on est toujours côte à côte. Enfin, on est là aussi. Surtout quand il y a des informations, quand il y a des textes à diffuser qui peuvent être coécrits. Il y a mais simplement aussi quand il y a des cas de figure complexes où on peut parler des individus qui sont soutenus. Il y a plein de... Pour râler aussi. C'est des collègues, en fait. Enfin, c'est le bureau d'à côté, on va dire, symboliquement, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ah oui, par rapport au colloque, vous en faites du coup des colloques j'ai vu un peu sur le site. Ouais. C'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait ? Par exemple, l'année dernière, c'était à la fac, c'était sur les violences faites aux femmes à travers des dispositifs médicaux. Du coup, là, on avait la place de parler. Après, j'avoue que les trucs où c'est trop, c'est trop conflictuel, juste on n'a pas le temps en fait. On n'a vraiment pas le temps. Là, le 23 mars, il va y avoir une soirée de soutien à l'itinéraire bis. Où là, je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont prendre la parole, ou des films, mais je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, ou pas loin. Enfin, c'est pas très récurrent. Et après, il y a moi, là où j'ai rencontré le plus, je pense, de personnes, c'était pendant il y a des rencontres annuelles de travailleurs du sexe, tous les ans, donc des rencontres mondiales. Donc du coup, il y a des personnes qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent raconter comment ça se passe dans leur pays, ou de Thaïlande, ou d'Allemagne, pas mal aussi. Et c'est quand même hyper intéressant parce que c'est des journées de conférences en fait. Et on enchaîne des personnes qui viennent parler de leur situation de travail, de vie dans tel ou tel pays. On compare les lois, on voit un peu ce qui est possible et c'est par thématique. Il y a des ateliers qui sont mixtes et d'autres pas mixtes. Enfin, il y a des ateliers où j'ai pas pu aller parce que j'étais pas. Puis effectivement, des trucs où je vais pas y être quoi. Mais il y a plein de trucs qui sont vraiment qui sont hyper intéressants et chaque année ça change de ville. L'année dernière c'était à Nantes, je sais pas où ça sera cette année, mais je conseille vraiment d'aller faire un tour parce que ça
ouais. Enfin, déjà, c'est une sacrée organisation. Et voilà. Et ça, par exemple, quand c'était à Toulouse, on l'a organisé avec le SRAC. Enfin, D'accord. Et on y va tous les ans. Et quand vous parlez, donc, par exemple, des débats, le débat auquel vous avez participé, vous avez appris ça sur le terrain, vous avez déjà de l'expérience avant de faire des débats Alors moi, je suis assez politisée. Du coup, je pense que ça... Après, j'étais dans cette orientation dès le début et j'ai affiné ma pensée, en fait. Enfin, et puis, il y a des trucs... Ouais, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de cerner en soi les stéréotypes qu'on peut avoir. On peut se dire, ça me gêne, là, c'est judéo-chrétien, voilà, c'est mon ancré, là, enfin, et se dire que forcément ça passe quelque part, et que du coup, c'est intéressant d'aller chercher à se mettre des petites baffes, ça fait mal à l'ego, mais c'est hyper enrichissant. Et puis, mais pour ça, il faut un temps d'observation, je pense. Et moi, je réponds parce qu'il y a besoin de matière et que les autres n'ont pas le temps. Mais j'irai jamais parler à la place d'une travailleuse du sexe. Et ce que je fais généralement, c'est que j'accompagne. Donc, j'ai une meilleure pote, qui a un wawa comme ça et qui est TDS et qui arrive à en parler, et qui est très très fine dans son analyse, très posée aussi, ça fait du bien. Enfin, c'est con. Après, je trouve ça très sain d'avoir des colères, des vraies colères, mais ne serait-ce que pour s'économiser, c'est une bonne stratégie d'être un peu tranquille le plus possible. Et par exemple, je l'accompagne et quand je sens qu'elle est trop fatiguée, quand c'est toujours la même question et que je sens qu'elle me regarde, qu'elle a un regard, elle n'en peut plus, je prends le relais et j'explique et je donne des trucs. Enfin, mais c'est pareil, c'est suivant ce dont elle a besoin, parce que moi, et puis moi, si on me traite de pute, ça va pas me faire le même effet qu'elle. Enfin, et je fais ça sur différentes... Je suis à l'ALAB aussi, qui est une asso pour des femmes musulmanes. Enfin, qui est une grosse asso. J'écris des articles, et du coup, je suis pas musulmane, et du coup, c'est un peu le même principe. Et après, ça n'empêche pas de parler, d'être allié, mais juste d'être à la mesure de ce que l'autre réclame, je trouve. Et puis après, j'aime bien débattre. Mais au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes... c'est toujours les mêmes arguments, c'est impressionnant. Il y a beau les démanteler un par un, s'il n'y a pas quelque chose qui est, un peu distancié de son sacré, je pense, de quelque chose de moral, fondamentalement moral, ne pourra pas entendre. Il y a un moment où je pense que moi j'ai appris ça, à juste partir et à vraiment pas pouvoir faire changer le regard, ou même quand il y a une personne concernée en face. Parce que ça va être quoi souvent leurs arguments? Alors, je pense qu'il y en a une grosse dizaine. Le corps de la femme n'est pas une marchandise. Donc, du coup, vendre son corps, ça c'est pareil, c'est une expression qu'on peut repérer quand quelqu'un parle de vendre son corps. C'est quasiment toujours ou alors c'est une faute de langage, mais sinon c'est quelqu'un d'abolitionniste ou prohibitionniste, mais en tout cas qui aime pas, qui veut pas ça. Et du coup, c'est à quoi les personnes peuvent répondre que c'est un vente de service, parce que quand on vend son corps, ça veut dire que l'autre part avec, on vend un objet, et que ce coup-là, c'est pas le cas. Mais il y a le principe de dissociation aussi qui est très souvent posé sur le tapis, c'est-à-dire que le fait que soit reproché au TDS d'avoir le même principe que quand quelqu'un est traumatisé, c'est-à-dire qu'elle sort de son corps, elle le laisse un peu à l'écart, elle a un acte sexuel et après elle revient dans son corps. Juste elle pense à la course, à machin, pour justement ne pas considérer la souffrance dans laquelle elle est. Voilà, moi en tant que comédienne, heureusement que j'en ai une distanciation et que je crois pas à tout ce que je fais. Et le mec qui est en train de vendre son portable, heureusement en fait qu'il croit pas complètement, s'il réalise que je sais pas, que c'est des portables qui sont créés par des enfants, fabriqués par des enfants, et qu'il est en train de vendre ça, s'il a cette conscience aiguë permanente et qu'il est en train d'enfler l'autre. Évidemment qu'il y a un jeu qui se fait autour de son travail, qu'on s'identifie pas complètement à son travail. Mais en fait c'est plutôt sain
Et c'est effectivement quand c'est trop répétitif, quand c'est trop, enfin, qu'il y a un moment où on sent qu'on n'est plus à l'aise dans ses baskets, dans son travail, qu'on s'éteint. Mais ça, c'est par rapport avec le travail du sexe. Enfin, c'est trouver la juste distance avec son travail, son identité. C'est des questions existentielles profondes et qui sont vraiment servies comme argument. Il y a beaucoup la question des enfants aussi. Alors ça, c'est une énigme pour moi, mais ça revient tout le temps. De la criminalisation des pédoprostitueurs qui prostituent les enfants. On parle beaucoup de ça. Et oui, mais enfin, qui est d'accord avec la prostitution des enfants? Enfin, c'est évidemment que mais tout le monde, enfin personne n'est pour le méchant avec les enfants. Enfin, c'est des faux arguments, quoi. Il y a ça, il y a le fait que j'ai trouvé une étude qui était géniale, qui était le poids écologique du travail, enfin de la prostitution. Donc ils avaient mis dans leur rapport le maquillage. Donc avec les transports des maquillages et tout, le temps de trajet en voiture, enfin oui, du coup la consommation. Alors ils avaient pris des consommations d'alcool aussi, sur un fantasme énorme, la lingerie aussi. Et du coup ils avaient calculé le poids écologique d'une passe. Et Ouais, bah oui, c'est vrai que les autres travaux, ils sont pas, ça doit être le travail le plus polluant du monde. Puis il y a que les putes qui se maquillent, puis enfin. Et en fait, à chaque fois, je trouve qu'il y a, le seul argument qui tienne pour moi, c'est, j'aimerais, dans mon monde idéal, il n'y a pas de prostitution. Mais ça, d'accord. Enfin, mais ça donne pas de réponse concrète, quoi. Enfin, après, il y a plein de vidéos, hein, qui sont, vraiment que je peux fournir, qui sont qui donnent idée du niveau de haine et de quasi délire, parce que quand on parle des droits des personnes majeures consentantes et qu'on rétorque en permanence derrière oui mais les enfants, il y a un truc qui est déconnecté de la réalité, on n'est pas dans la même discussion, quoi. Enfin, c'est assez sidérant, et des hurlements très forts. Enfin, je sais pas, il y en a plein. Est-ce que vous aimeriez que votre fille fasse ça? Non, c'est plutôt ça. Bah non. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai. Enfin, de toute façon, j'ai pas d'enfant. Mais vous avez pas d'enfant, vous pouvez pas comprendre quoi. Mais enfin, et c'est constant, quoi. Et soit il y a vraiment le truc de soumission, soit perverse, capitaliste aussi beaucoup. Ça pourrait c'est possible de faire un petit profil type robot de la personne. Un peu. Ouais. Ça serait, du coup, okay. Militante. En tout cas, il y a un profil type militant. Après, je pense qu'il y a 10 000 raisons d'être abolitionnistes différemment. Les personnes qui passent vraiment à l'acte, qui sont vraiment vénères, et qui souvent sont contre le voile, qui sont contre la prostitution, qui sont qui ne peuvent pas blairer les personnes trans aussi. Enfin, qui sont souvent très pro-animal. Enfin, et du coup, qui dessinent un certain profil du retour au naturel. Pour beaucoup. Voilà, enfin, ce genre de profils qui ont souvent des versants qui peuvent être de gauche, hein, qui peuvent être féministes, qui peuvent être mais féministes pour l'égalité des salaires. Voilà. Et ça me fait chier parce que moi je suis plutôt pro-animal, je suis plutôt engagée là-dedans. Mais je peux pas m'entendre. C'est pas possible, quoi. Et puis c'est très c'est ralenti énormément de choses, en fait. Et c'est des clivages internes. Donc en plus on a mais entendez-vous entre vous, quoi. Sauf qu'on peut pas, on est beaucoup trop loin. Enfin, c'est pas le même courant. Mais on s'occupe tout par chacun et chacune de prostitution, mais on peut pas se blairer. On a vraiment des positions opposées, quoi. Donc c'est difficile. J'ai regardé où je suis un peu partie. Ouais, c'est moi qui... Non, mais justement, c'est un peu plus intéressant que de respecter ce petit... Du coup, oui, donc, ça, j'aimerais bien revenir un peu sur ça. Comment vous l'avez connu exactement, l'association? Vous, personnellement, c'était par rapport à votre... Ben ouais, c'était par rapport à ce web documentaire. Du coup, j'ai commencé. Alors, comment c'est passé? J'ai toqué à quelques portes.
d'assauts qui m'ont été fermés très vite. Parce que la majorité des personnes qui, soit des étudiantes, soit des artistes, parce que moi je me suis plutôt du côté artiste, enfin voir complètement, c'est des personnes soit qui viennent voir, ou qui viennent s'inspirer, ou qui viennent chercher la misère, ou, en tout cas il y a un truc hyper voyeur et qui viennent pas franchement rencontrer, et franchement il y en a plein, vraiment plein. Du coup je me suis fait renvoyer bouler très vite. J'étais là. En même temps, je comprends, hein, mais justement, je cherche à dénoncer ça. Mais du coup, putain, comment je vais pouvoir prouver que je vais pas reproduire ce que je dénonce? Oh la vache! Et c'était compliqué. Et en fait, je suis allée, le premier truc que j'ai fait, c'est que, alors je connaissais quand même le travail du sexe en domination, du coup, donc c'est quand même un autre, c'est souvent le profil, c'est souvent des personnes, qui ont fait des études, qui ont un capital culturel assez élevé, qui ont un rapport au rapport à la douleur, au questionnement de la douleur, qui ont des tarifs quand même très élevés souvent. Et bref, et donc c'était une copine et elle a fait un vernissage avec du sang de pute qu'elle avait en peinture et personne voulait le prendre parce que ça, il y avait une odeur, parce que ça faisait un peu peur, donc j'en ai rien à foutre, du coup je me suis continuée ça. Donc je suis rentrée là-dedans et surtout il y avait une manifestation pour les droits des travailleurs du sexe après. Et en fait, je me suis dit que j'allais y aller avec le corps, pour voir comment ça se faisait d'être traitée comme une pute en fait. Et que les personnes qui étaient autour, dans la foule, pas dans la manif, pensaient que je l'étais. Et donc j'avais ce regard-là, sachant que je le suis pas, donc j'avais une distance d'identité, et que c'est juste une manif. Mais je me suis dit, je vais voir ce que ça me fait, juste pour expérimenter tout cru, quoi. Et après, je les ai aidés à faire on vendait des boissons pour avoir de l'argent pour l'asso, pour le SRAS. Et c'est pareil. Du coup, je vendais, donc j'avais droit aux blagues de merde, aux réflexions hyper inadaptées, aux propositions hors cadre de travail, où c'est là, mais juste non. Et ça a été une première expérience chouette. Je me suis dit que ça... Après, c'est ma manière de procéder, c'est que ça passe plutôt par le corps, mais en me disant, moi je pense que je serais pas capable. Je pense que si j'avais été capable d'aller jusqu'à l'acte de prostitution, je serais allée pour l'expérimenter. Mais je crois que je ferais comme ça et que je dirais, arrête de me regarder. Je me sentirais trop, je me mettrais en danger, je pense. Je le sentirais pas très bien. Ou alors, faudrait que je trouve, non, ce serait pas possible. Mais, ouais, non. Mais cela dit, il y a quand même, il y avait cette envie-là. Et du coup, là-dedans, il y avait Griselidis qui est là. Donc j'ai croisé les premières fois, j'ai reconnu les visages. Et après, il y a eu ces rencontres de travail du sexe où, je suis allée, j'y vais tous les ans, je sais pas, depuis 4-5 ans, un truc comme ça. Et où, j'ai été bénévole. Je leur ai proposé juste de lever des patates et passer un coup de balai. Et du coup, comme c'est elle qui organisait, j'en suis rejoignée à peu près tous les ans. Puis après, je suis venue m'installer à Toulouse. Et là, j'étais bien contente de me rapprocher aussi de cette structure que je trouvais très chouette. Et là, ils avaient besoin de personnes au conseil administratif. Et du coup, ils sont venus me chercher. C'est quoi exactement le conseil administratif? Je ne savais pas avant. Après. En gros, c'est censé être la tête pensante de l'asso, avec donc la présidente, secrétaire, trésorière et les membres. Et donc on a des réunions régulières souvent quand même avec les directrices, donc c'est pas la présidente. Les directrices, elles sont pas complètement sur le terrain, mais en tout cas il y a comment dire, si elles sont quand même dans des actions. Là où le CA,
Et vraiment, notre boulot, c'est de voir si les employés vont bien, si ça se passe bien entre eux, d'avoir une vision globale, de pouvoir valider les textes médiatiques qui vont être diffusés, d'être là en conférence de presse, d'être un soutien. Quand il y a des cas de figure comme ça, d'urgence, on est sollicité pour avoir la validation. Et puis, du coup, c'est que cérébral. Mais moi, je suis allée voir quand même. Ça me faisait chier d'avoir zéro idée. C'était pas possible. Et après, il y a soit c'est des travailleurs du sexe qui sont aussi ECA, soit c'est des personnes qui quand même, soit ça fait longtemps qu'elles tournent autour ou qui ont déjà fait du bénévolat ou qui sont. C'est pas. Il y a une sélection quand même. C'est une responsabilité quand même, quoi. Parce que si ça se passe mal, ça coûte une énergie précieuse. Il faut aller vite. Il faut répondre assez vite. Et voilà, en gros. D'accord. Ok. Alors. Donc oui, comment vous avez eu connaissance de ce poste? C'était du coup en entrant dans l'association, c'est ça? De ce poste, bon on dit poste comme si c'était un travail, mais oui, de cette position dans l'association. Comment je l'ai connue? Ouais, c'était plus par donc c'était en entrant dans l'association, c'est ça? C'est qu'en fait elles m'ont proposé, et du coup je dis pourquoi pas, et après j'ai rencontré les directrices, on a mangé ensemble un midi. Elles m'ont dit voilà, est-ce que ça te botte, est-ce que ça... Alors j'ai posé plein de questions, puis je dis je réfléchis. Ok, j'ai réfléchi, c'est bon. Ouais, super. Et puis voilà. D'accord. Mais je pense les personnes que j'ai pu renvoyer en disant envoie un mail pour proposer des trucs, on n'a pas le temps. Du coup, je pense que les candidatures sont compliquées, mais c'est elles qui repèrent et qui vont chercher plutôt les personnes qui peuvent être qu'elles considèrent comme ok, et parce que l'inverse, et je comprends un moment, ça peut être un nid en merde, mais vraiment profond, quoi. Du coup, ça se passe plutôt dans ce sens-là. Okay. Et c'était votre première association? Vous avez été bénévole dans une association? La Lab, déjà, avec les femmes musulmanes, là. Okay. Et ça c'était avant? C'est pendant. Ouais, je suis encore, mais c'était un peu avant, Et ça, c'est trop cool aussi. Et après, oui, j'ai dû faire ça, mais plus du côté des artistes. Du coup, c'est quand même pas... c'est un investissement aussi, mais c'est pas aussi pointu. Et puis après... je sais pas, ça me vient pas à l'esprit. Et du côté un peu, plus quand vous parlez de l'artistique, est-ce que c'est un peu, je ne connais pas du tout, mais une sorte d'art un peu militant aussi, ou alors, ça peut rentrer complètement. Ça peut dire dans cette partie-là de l'art? Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup. J'ai fait j'ai créé des belles images, dans la mode, voilà, j'apprends faire du beau, sauf qu'au bout d'un moment, c'est des milieux, là, pour le coup, le cliché, je trouve qu'il était assez juste de ma chérie, puis avec un rapport au corps, à la maigreur permanente, j'ai trouvé ça vraiment dur, et avec beaucoup d'argent pour le coup là. Et puis du coup c'était très inadapté. Ça m'allait pas. Et en parallèle j'étais quand même très. Mais j'étais pas engagée dans un coin, mais je m'engueulais très fort avec mes potes qui étaient anti-voile et qui étaient anti-TDS en gros. Il y avait ce truc assez. Je trouvais ça logique d'être pour ou contre les deux, qu'il y avait un truc qui était... Et puis surtout qu'on en parlait entre blancs, non concernés, et je trouvais ça horrible qu'on passe des heures à parler de gens qu'on n'a jamais rencontrés, et qu'au bout d'un moment, ça frôle l'indécence, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, je vais aller mettre ma pratique artistique au service de quelque chose que j'ai envie de découvrir, et puis d'aller amener aussi ça à ma famille aussi. Ça a été bien,
c'est pas hyper surtout les islams qui va foutre un peu les pétoches quoi, mais mais c'était ça fait partie d'un chemin intime effectivement, de se dire moi j'ai envie de pouvoir aussi me déconstruire toute seule et pas que avec des personnes qui sont non concernées ou j'ai envie de trouver des arguments ou des expérimentations qui font que je valide ou pas ce que je ressens, mais en dehors des repères qu'on me donne. Et du coup, ça m'a amené à ça. Ça a permis ça. C'est plutôt chouette. C'est long, c'est hyper long. J'ai mis du temps à rencontrer quand même ce milieu-là, vraiment rentrer dedans. Mais c'est chouette. Et je fais le même travail des personnes trans, mais parce que c'est des potes et que dans mon entourage, je me suis dit, il y a quand même plein de trucs à faire. Puis ils ont des trucs hyper intéressants à dire. Et du coup, vas-y, j'ai une chouette caméra. Et puis juste, on va faire quelque chose qui est un peu joli, un peu qui accroche un petit peu, quoi. Et voilà. Là, j'ai envoyé la semaine dernière des boîtes de production et j'attends. Et puis je vais voir. Mais ça se trouve, ça va pas passer du tout. Il suffit qu'il y a... Bonjour. Là, j'ai eu une subvention du CNC, c'est en gros... c'est national du cinéma, un gros truc. Mais parce qu'il y avait Virginie Despentes, qui est très militante, pour le coup, qui était présidente du jury à cette année-là, donc je l'ai eu là. Je pense qu'elle a dû vraiment taper le poing sur la table parce que c'est très difficile de l'avoir et qu'elle a vraiment dû penser à un truc. Mais l'année d'après, s'il y a quelqu'un qui est abolitionniste ou qui est... Mais ça passe pas du tout en fait. Soit c'est génial, il faut le faire, c'est des sujets, soit on est vachement soutenu parce que l'autre considère qu'on a besoin, soit c'est la claque, puis de se prendre peut-être que ça va vous arriver ou ça vous est déjà arrivé de se l'appel à l'amicale unie, on se prend des soufflons. Voilà, je pensais pas appuyer sur ce bouton-là, moi je voulais juste poser des questions. Et c'est violent. Et c'est pareil, quand je fais des expos ou je suis un peu sur qui vive. Sur quelqu'un vient me parler, j'essaie de capter hyper vite de quel côté il se situe parce que j'ai juste pas envie de me prendre une dose de haine dans la gueule monstrueuse parce que je fais témoigner des personnes travailleuses du sexe, quoi. Et ça m'est déjà arrivé de me faire traiter de collabo, c'est fatigant, quoi. Ça peut gâcher un moment qui peut être chouette à la base. Et du coup, vous parliez de vos parents. C'est quoi? Par exemple, comme vous leur avez expliqué que vous travaillez vous travaillez comme bénévole plus dans une asso avec des travailleurs du sexe, et eux, du coup, ils en pensent quoi par rapport à ça? Vous avez déjà petite... par exemple, je sais pas, mes parents aussi travaillent dans des assos, font partie d'associations engagées aussi. Non, mais alors mon père est psy, donc il y a quand même quelques petits trucs. Alors il y a des trucs qui l'ont figé dans des pensées archaïques, et il y a des trucs qui l'ont plutôt bien aidé à comprendre, et notamment je pense que le travail du sexe, il fait des blagues dégueulasses, graveleuses, comme tout mec gêné, et du coup, puis quand c'est son père, on dirait papa, c'est dégueulasse. Mais je sens que ça me gêne de lui à lui, mais qui va pas porter de jugement sur le fait que moi je parle, ou alors il m'en fait pas suffisamment part pour que ça me freine, puis je pense qu'il faut y aller. Et ma mère, je pense qu'il y a un truc qui est complètement énigmatique, que vraiment elle comprend pas du tout, et que du coup ça vient poser la question de ma situation à moi, ça vient poser la question de ma sexualité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du l'angoisse derrière de mais et toi, et donc j'ai rappelé plusieurs fois que ce n'était pas mon cas. Je pense que si ça l'avait été ou si ça le devient, je leur en ferai pas part non plus. Je pense que c'est vraiment, ça serait beaucoup trop compliqué à gérer. J'ai pas envie. Et en revanche, puis j'ai plusieurs potes aussi qui ont assez mal réagi, qui sont
enfin soit c'est drôle et c'est des Madeleine, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore, enfin il y a un truc un peu comme ça, ou soit c'est vraiment il y a eu des trucs vachement plus mais tu t'es pas positionné avec t'aimerais que ton enfant soit comme ça ou machin, enfin et j'avoue que ou avec des moqueries, enfin des trucs très au bout d'un moment, l'humour, c'est vraiment une forme d'agressivité parmi tant d'autres. Et à un moment, moi, ça me fait plus du tout rire. Et du coup, ça clash. Et il y a des personnes que je revois plus, mais autant pour ça que je pense que le voile, ça a été encore plus fort. Enfin, le fait et c'est encore une histoire de consentement et de se dire, mais c'est des femmes qui se rendent pas compte qu'elles sont soumises. C'est exactement le même principe. Et du coup, moi en fait, je me dis, si en fait j'en ai rencontré plein là, ça peut parvenir des amis ou des personnes qui se confient et c'est réciproque et ça tisse un lien. Et du coup, d'entendre que cette personne-là avec qui on a tissé un lien fort, en fait, c'est qu'une meuf qui est pas capable. Non, on a envie de la défendre en fait. Et du coup, ça clive. C'est clivant. Et toutes les copines qui sont pas concernées et qui sont vraiment greffées en tant qu'alliées, souvent ça frite avec l'entourage, quoi. Et ça positionne. Et des fois, ça frite tellement fort que faut peut-être pas y aller aussi fort, ou que c'est peut-être pas le moment, ou que il y a des repères qui peuvent lâcher de manière très étonnante. Il y a des personnes, je pensais qui ont réagi de manière très très cool. Ou en posant des questions très simples, ou en parlant d'autres choses aussi. Il y a des personnes qui restent focalisées dessus et qui demandent des trucs hyper intrusifs, très très intrusifs. Je crois que c'est le truc le plus chiant. Donc, voilà. Ok. Alors, je regarde. Ah oui, j'ai une question. Est-ce que vous vous considérez vous comme féministe? Ouais. Après, je trouve ça un mot compliqué dans je trouve que c'est compliqué parce que ce que ça a été jusqu'à présent, c'est plus. Je trouve que ça n'est plus. Et ce que c'est en train de devenir par récupération du capitalisme. Alors, je sais pas, les trousses à chienne, je suis féministe, non, c'est pas possible, quoi. Et du coup, ça obéit à une définition, pour moi, qui est hyper précise. Et je trouve que ça vaut presque le coup d'avoir un qualificatif juste après. Moi, je me considère plutôt comme pro-choix, même si ça peut être dézingué, je peux entendre des nuances. Et que les abolitionnistes, c'est un truc vraiment fort aussi. J'entendais ce matin qu'ils disaient le choix est un leurre. Parce qu'on est toujours conditionné par son entourage et que si on vit dans une société patriarcale, misogyne, on a l'impression qu'on n'est qu'une merde. En gros, qu'on se prostitue. Je suis d'accord avec ça, sauf que on est tous et toutes conditionnés. Donc pourquoi est-ce qu'un choix serait plus soumis que l'autre au patriarcat ou peu importe. Et du coup, je vois pas en quoi elle serait plus libre que moi si moi je choisis de me prostituer et qu'elle choisit ce que non. Et du coup, je reste pro-choix. C'est-à-dire que la personne, si elle me dit c'est mon choix, j'ai tendance à la croire. Spontanément, je pars du principe que elle s'est déterminée et que peu importe. Et pour le voile, c'est pareil. Si c'est culturel, ça vient d'une culture, moi, dans ma culture, on montre pas ses seins quand on est une femme. Et ça me désole, mais moi, c'est une pudeur que j'ai, quoi. Elle est complètement éducationnelle. Et ça me saoule dans le principe, je trouve pas ça égalitaire, mais c'est en moi. Et du coup, si on m'enlève, je vais me sentir super mal à l'aise. C'est pareil. Donc, mon choix qui n'en est pas un, d'accord, mais n'empêche que c'est moi qui gère ça avec moi-même. Il y a personne qui doit venir me dire tu n'es pas libre, mais oui, je le sais, mais je crois que on peut décliner ça à plein de choses. Donc c'est un féminisme pro-choix, il y en a plein. Et souvent les féminismes universalistes, c'est souvent les abolitionnistes, elles sont quasiment toutes universalistes. Et après je tire sur l'ambulance, mais il y a un truc de l'ordre il y a une image de la liberté, c'est en gros la femme blanche 68arde qui enlève son soutien-gorge, et du coup tout ce qui en dévie
et ben ça ne rentre pas dans les lois universelles de la liberté. Sauf que pour moi, l'universel, c'est l'universel des femmes blanches contemporaines, à peu près contemporaines. Du coup, il y a plein de gens à qui ça cale pas. Et pourquoi ça serait la norme, en fait, hyper ethnocentré. Enfin, je trouve ça super, souvent assez violent. Mais ça draine plein de gens. Les personnes au gouvernement, elles sont au gouvernement universaliste. Oui. Je ne vais pas vous donner une explication. La collation avec la bourgeoisie, tout ça, des approches qui sont assez oui. J'attends le mail. À mon sens, la première défaite du féminisme, c'est ça le féminisme. C'est une défaite. Une défaite. C'est dialectique, sémantique. Moi je trouve ça utile de se nommer en fait. C'est pas utile. La première défaite parce que on va convoquer, quoi qu'il arrive, le patriarcat comme la norme, enfin la chose tangible autour de gravite plein de choses. Même le désir de l'émancipation de la femme. Quand tout combat est nommé, il est perdu d'avance. Le monde est simple. Les gens, quand je regarde les JT, les femmes que tu vois qui se disent féministes, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais moi aussi, et c'est pas parce qu'un mot est détourné par un système médiatique qu'il a plus de valeur, et du coup, pour moi, de répondre à la question, c'est pour ça que je le recontextualise. Si, bien sûr que si, ça existe. Je suis de ceux qui croient, mais fondamentalement, que la femme... Déjà, la femme, c'est quoi que la femme, la gente féminine, a déjà mis leur à quoi qu'elle arrive. Ouais, la preuve non, parce qu'en fait on est en train d'en parler tous les deux, et puis vous venez valider ou invalider mes propos, et... Non, c'était pas... Excusez-moi. Mais je comprends que ça attire l'oreille, mais du coup, de venir m'expliquer ce que c'est le féminisme en tant que mec, il y a un truc qui est un peu... C'est pas terminé, la preuve. En parler une fois de manière tranquille. Ah, c'est ça, on peut complètement en parler. Essayer de comprendre. Complètement. J'ai une féministe, j'étais à la créa, j'étais militant, je suis prof, je suis universitaire. Ah oui, mais il peut avoir n'importe quel CV. Je vois mes copines qui parlent, qui sont féminines. Dans toutes les formes de militantisme féminin, elles tapent les garçons. J'en connais ça. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, les mecs ils ont déjà peur. Parce que la bataille est perdue, le patriarcat est mort. Mais c'est pas possible de dire un truc comme ça. Enfin, en quoi est-ce qu'il est mort? Le patriarcat est mort. Mais comment on peut... Enfin, il faut vraiment pas avoir expérimenté la vie de femme pour penser que le patriarcat est mort. Donc, je dis ce que je ressens. Ouais. Mes potes, en fait, c'était... mais je pense qu'elles ont déjà gagné le combat. Et vous faites quoi comme des chiffres... je sais pas, Non, du fait que... Je pense idéologiquement et socialement, j'étais à Genève la semaine dernière, je pense que... Mais vous faites quoi du fait que 90% des personnes qu'on voit à la télé sont des hommes, que 90% des personnes qui ont des pouvoirs hiérarchiques sont des hommes, que la différence de salaire est encore très notable, que les viols sont encore extrêmement présents dans nos sociétés. Enfin, je vais pas faire toute la liste. Chiapa, secrétaire de l'égalité homme-femme, et je trouve ça, c'est coup de récréation. Vous avez entendu ces discours? Mais non, mais elle n'est pas... Elle est au gouvernement. Elle est aussi compétente en féminisme que Castaner est compétente enfin, je sais pas.
Mais c'est un individu, en fait, c'est une personne. La parité sur les droits de l'homme, 10 femmes et 10 hommes. Non. La société française, l'histoire du français, introduisons l'histoire, c'est connaître l'histoire de ce pays-là, a toujours été fait par les mâles, pas les hommes, les mâles. Ça veut dire le côté le plus turbulent, le côté le plus bas. Oui, bah, c'est encore C'est le cas. ça l'histoire de France. Les histoires occidentales ont été faites par des mâles. Des mecs qui étaient cons, qui écrivaient l'histoire. C'est un rite. C'est sa sœur, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça marche comme ça. Et les femmes, elles parlent de pouvoir et réclament quelque chose qu'elles ont déjà conquis. Moi, je pense exactement. Je pense exactement. Les femmes ont retourné. Non, mais ça peut être confortable de penser ça quand on n'est pas dans le cas de... Quand on n'est pas de l'autre côté. Bah, Je vois toutes les confrères, les différences de salaire, tout ce dont vous parlez. bah, vous en faites quoi de ces informations, alors? C'est de la coquille, du coup, vraiment. Il faut légiférer. En France, on fait ça. La seule solution en France, c'est légiférer. On va voter la parité, on va voter l'égalité salariale. Personne n'ose. Là, ils sont en train de discuter entre le MEDEF, personne n'ose dire ça. On ne trouve personne. Là, ils sont en train de discuter sur les lignes de l'assurance chômage. Macron ne prend la main. Ils ne se mettent pas d'accord. Le MEDEF et les syndicats. On est juste à travail égal, salaire égal. On parle de l'homoparentalité. En même temps, les formulaires d'inscription, ils mettent l'éducation nationale, pas les institutions catholiques. Les instituts catholiques disent Père 1, Père 2, Mère 1, Mère 2. Les catholiques. Après, ouais, moi je suis... des choses comme ça. Donc, Moi, ça me pose pas de problème. qui va le moins vite. À force de légiférer, la loi de la parité. Il s'est passé au plus dans une banlieue parisienne il n'y a pas longtemps. Le maire est obligé de vider une responsable parce que la parité n'est pas respectée. Et c'est le PS qui a convoqué ça pour dire il y a. Oui, non, mais je sais. On en est là. En 2019, on en est là. On en est là. Moi, je vérifie les interviews, mais qui sont beaucoup plus émotionnés que. Excusez-moi. On va reprendre. Ouais, le temps est un peu compté et c'est pour un projet précis. Je vais reprendre avec actuellement votre poste. Vous avez un travail particulier en dehors donc, de l'association. On en a parlé un peu avant. Ben, je fais... et ben j'ai différents métiers artistiques qui sont tous artistiques, qui peuvent être assez après je sais pas si c'est hyper intéressant, mais je fais de la polyphonie, du chant polyphonique, du théâtre gestuel, donc il y a quand même un rapport au corps fort, et ça m'a permis de faire des analogies en disant moi dans mon travail ça personne ne me le reproche, et pourquoi est-ce qu'on... et puis je fais des documentaires, donc, sur ça, et après je fais des... Enfin, oui, je suis vraiment ce milieu-là, militant, et je suis très engagée pour la cause des homosexuels, pour les droits LGBT. Je fais mon travail. Au revoir. Une bonne chose. Merci. Perdez la foi. Ouais. C'est perdre la foi, des fois. Ah, c'est beau. Le mec, il vient de nous expliquer ce que c'est que le féminisme, alors qu'on ne demande rien. Ah. Bref. Jamais je pourrais intervenir comme ça et donner son avis, c'était plus donner son avis, c'était me convaincre ou c'est de... Mais c'est hyper chiant, mais c'est pour ça que je trouve que ce genre de sujet,
mais ça amène tout le temps des personnes qui veulent absolument donner leur opinion dessus, quoi. Et c'est hyper français, je trouve, de vouloir avoir cette espèce de passeport social, mais moi je pense que, mais en fait j'en ai rien à carrer de ce que tu penses, on n'est pas là, enfin, et pourquoi est-ce que c'est aussi important que tu me dises ce que t'en penses? On se dit, on se revient jamais, enfin, tu vas pas me convaincre en 3 phrases, je ferai jamais ça, enfin, mais j'ai trouvé ça, c'était pas si fondé que ça, ces arguments. Enfin, je trouve prendre des cas comme ça. Oui, et puis de dire le féminisme c'est nul parce que Marlène Schiappa, oui, on est d'accord, mais prendre un cas. Oui. Enfin, et puis combien d'hommes politiques aussi font n'importe quoi. Mais oui, mais puis du coup tu peux dire l'économie, j'aime pas ça. Parce que ouais, l'instruction, j'aime bien, le ministre de l'éducation, il est nul. Enfin, ouais, ça tient pas là. C'est juste pour je trouve que ça fait un exemple de rapport de domination. Essayer d'imposer sa propre définition alors que l'autre a rien demandé en disant je suis pas d'accord, vous avez déjà perdu le combat en le nommant et puis de toute façon vous avez déjà gagné en quoi c'est vraiment, et puis dans le fait de parler autant alors que puis non enfin, ça aplatit comme ça mais juste j'ai une question par rapport au il a parlé de mal. Ouais. Je sais pas du tout. Moi, je pense que c'était pour se différencier de l'homme. Que lui, c'est un homme, et les mâles, c'est les mâles dominants, et du coup, il fait pas partie de cette catégorie-là. C'est pour dire que j'aime pas les hommes dominants, donc je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour se dédouaner, je pense, des méchants hommes dont on parle. Mais je crois pas une seconde. Enfin, je pense qu'il y a un... Et de garder la foi, je crois qu'il y a un truc un peu morale, religieuse derrière, un peu rigide, et de partir direct sur l'homoparentalité, en gros en disant ils s'occupent de ça au lieu de s'occuper des droits des femmes, ça pue. Et moi, c'est comme si elle dit, ok, ça va se barrer en steak. Si je réponds vraiment, je vais lui faire peur. Je vais lui faire très peur. C'est drôle, ça vient bien illustrer plein de trucs. Je vais avoir le meilleur entretien. Je vais écouter ça. Mais je crois que j'avais une trame de questions, mais là du coup j'ai pu. Ouais, je pense qu'on a pas mal. Enfin, j'ai pas de questions qui me viennent plus à l'esprit. J'ai pas envie de me focaliser là-dessus. Ok. Après c'est possible aussi. Enfin, je sais que ça peut mettre du temps à faire des allers-retours et là j'essaie de regarder mais ah ouais, ça c'est un peu permis, mais j'avais une question, le fait que du coup vous m'avez parlé de vos amis et de la famille, mais comment en fait aborder un peu ce sujet? C'est assez parce qu'on a quand même, finalement on nous a quand même forgé une image des tout petits, même si je crois que j'ai un peu tendance à m'imaginer que mes parents me trouvaient ça un peu pas plus sale, mais on leur a appris que c'était, enfin, alors que nous j'ai l'impression que maintenant, même si c'est pas du tout c'est un peu, on essayait un peu d'essayer de comprendre un tout petit peu la personne, j'ai l'impression, et du coup comment parler de ça et comment on peut mettre des actions, enfin je sais pas, c'est un peu idéaliste, mais enfin pour un peu essayer de vraiment de dédramatiser la chose et d'arrêter que ce tabou nul, enfin comment est-ce on pourrait pas mettre des actions, c'est un peu idéaliste, des actions, mais enfin non, des préventions, ouais, on n'a pas tant que ça. Je pense moi je crois beaucoup à la puissance du témoignage. Après, ça peut mettre les personnes en danger aussi, donc il faut faire attention à ça. Enfin, c'est vraiment pour faire attention à ça. Je pense qu'à son échelle, on peut complètement parler à son entourage, et qu'il faut être prêt à se confronter, enfin ça dépend du milieu dans lequel on trempouille, enfin pas du milieu justement, mais de l'orientation des personnes, et qu'il y a tout un argumentaire à développer, à apprendre. Enfin, moi j'ai appris aussi à répondre, au fur et à mesure, quand c'est toujours les mêmes arguments, ça se démantèle assez facilement, et puis de dire mais moi, ce qui était beaucoup, en covoiturage. Moi, j'avais fait beaucoup de covoiturage, et du coup, quand on me demandait ce que je faisais, je suis photographe, mais du coup, c'est quoi vos projets? Et franchement, je vais pas mentir, donc j'explique. Et là, quand même, souvent, ce que j'ai pu noter, c'est que, comme moi, je faisais bien attention à dire,
dire, moi je suis pas prostituée, mais les prostituées que j'ai rencontrées, elles m'ont dit ça. Donc, par exemple, l'exemple de la nana qui voulait pas aller sur scène. Il y avait toute une nana qui avait développé un truc que je trouvais très pédagogique aussi, c'est une ancienne infirmière, et puis dans sa famille tout le monde est infirmière, et puis du coup elle a suivi cette voie-là, et elle voyait sa famille se galvaniser un peu d'arriver à enfoncer des sondes, à avoir ce rapport au corps, et quand elle a fini, soit dans le système médical, soit pendant ses études, vraiment il fallait prouver qu'on est une bonne infirmière en arrivant à toucher des anus, à avoir des corps, rapport au corps vieux, moche, gros, et que elle a pu constater qu'elle avait aucune inhibition par rapport à ça. Elle prenait le corps et puis voilà, elle essayait de comprendre de quoi avait besoin le corps. Elle en a eu tellement marre de la hiérarchie et surtout du fait de ne pas pouvoir avoir de temps avec les patients, de se confronter à des morts aussi, mais des morts qu'elle a jugées en tout cas morts de maltraitance aussi médicale parce que il y avait un rendement à avoir énorme et que c'était trop éprouvant. Du coup, elle a commencé à tapiner en même temps, et puis elle a complètement lâché et elle est devenue TDS. Ça fait, je sais pas, 7-8 ans qu'elle fait ça. Et alors elle fait partie des personnes qui adorent leur travail parce que elle dit que elle a l'impression de vraiment faire la même chose, dans le sens où il y a quelqu'un qui va pas bien dans sa sexualité, et du coup se dire qu'est-ce qui va pas. On va expérimenter pour voir où sont les limites, où sont les endroits de jouissance, est-ce que ça fait peur, est-ce que c'est quoi, ça rend triste, comment ça fait. Et du coup c'est vachement intéressant. Elle me dit, sauf que là c'est sale. C'est que là où j'avais ces capacités-là, en tant qu'infirmière, j'étais une héroïne. Et là où j'ai ces mêmes capacités, en tant que pute, je suis le dernier rebut de la société. Et c'est une dégringolade hiérarchique sociale énorme. Et ça, quand je le raconte, par exemple, c'est des mécaniques de logique, quoi. Dans mes covoiturages, quand même la plupart du temps, parce que je suis pas TDS aussi, ça faisait pas peur, les personnes disent « Ah, attends, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. » Et quand on dit à quelqu'un, tout le monde a un rapport compliqué à la sexualité, c'est des hauts, des bas, c'est compliqué, des fois c'est le centre de l'occupation de toute la vie, des fois c'est complètement en périphérie, et personne n'arrive à complètement suivre ça. Et des fois d'avoir des personnes qui soutiennent, qui peuvent avoir un regard extérieur dessus, et ça peut être nécessaire. Il y a toujours une réaction de comment c'est que j'en chie avec ça, que c'est compliqué. Vu que ça touche à l'intimité de tout le monde, de se dire mais comment ça fonctionne, le truc, quoi. Je suis sûre d'avoir. Et en fait, c'est l'inverse. Pas l'inverse, mais vraiment ça. Du coup, ça je pense que ça vient atteindre une zone de vulnérabilité. Après, ça peut faire volcan de toucher à ça. Les personnes, je pense que c'est. Mais ça se sent, il y a un rapport de confiance à avoir, je pense. Et puis après, il y a des fausses idées à déconstruire, mais ça, c'est en apprenant aussi. En lisant des rapports, effectivement, en se disant, mais non, mais même dans des trucs logiques, de se dire, oui, il y a plein de gens qui disent, oui, mais il y a quand même une grande majorité de personnes qui se prostituent qui n'ont pas choisi. On se dit, mais ce n'est pas chiffrable, et puis ça veut dire quoi, pas choisi? Parce qu'il y a des personnes, c'est souvent des personnes qui ont besoin d'argent, en fait. C'est ça le problème. Oui, qui sont contraintes financièrement. Mais ça les sort de la merde aussi. Les étudiants, en ce moment, ça vraiment, il y a une explosion. Mais parce qu'il n'y a pas assez de bourses. Et parce que les loyers sont super chers. Et c'est tout, c'est vraiment aussi con que ça. Et que c'est pas un métier qui est facile, c'est rapide. C'est-à-dire que c'est possible en 1 heure de temps de travail effectif et en 1 heure d'administration. De se faire 200 balles à peu près, quoi. Du coup, on fait ça 3 fois dans le mois, et ça paye le loyer, les factures, et puis on peut faire plein de choses. Ça peut être juste pensé de manière aussi rentable que ça. Et il y a plein de gens qui s'en passeraient, mais c'est faux, évidemment, quoi. Et tout ça. Je trouve qu'il y a Moi, au départ, j'étais assez vénère. Ça me décevait, en fait, ce propos. En plus, j'étais vraiment dans le milieu gay-lesbien et de me rendre compte que, en fait, c'était une catastrophe dans ce milieu-là aussi. Par rapport aux personnes trans, j'avais vraiment des potes hyper transphobes où j'étais hyper déçue.
ça ne garantit rien en fait. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un est militant ou de gauche ou qu'il va être ok avec ça, et parce que ça vient toucher à une image, une représentation de l'intimité. C'est très complexe. En revanche, je pense que pour des personnes que ça bouleverse pas trop, il y a moyen très facilement d'argumenter. En revanche, ce qui vient aussi très fort aussi, c'est l'épuisement. C'est qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Enfin, moi, le monsieur là, il peut me fatiguer très vite. Je peux prendre ces arguments un à un et les démonter, j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, parce que j'ai pas d'autre chose à foutre dans ma vie. Et que vraiment, aller sur les plateaux de télé ou aller débattre dans des soirées ou avec ses proches, pour moi, il n'y a que mes proches vraiment où j'ai l'énergie d'expliquer, de démonter. Mais sinon, j'avoue que quand je sens que c'est trop vénère, après ça s'apprend hein, de s'épargner comme ça. Et c'est cool d'y aller à fond aussi pour tester. Et je suis pas sûre que ça puisse s'aborder de but en blanc, je sais pas. J'ai jamais testé, j'ai jamais dit bon alors, parlons pute, alors. J'ai jamais testé. Ça peut. Mais oui, c'est pas facile. Ouais. Je crois que j'ai dû poser tout ce que j'avais envie. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. Mais moi vraiment ça m'a... Même par rapport à la vision que j'avais par rapport à l'année dernière. Ah ouais. C'était par rapport à un peu l'impuissance parce que du coup en Colombie donc c'était différent. Et du coup c'était pas mal d'enfants qui rentraient donc dans ce centre et c'était du coup c'était un centre qui accueillait, c'était pour un peu un centre de redressement et les parents pouvaient prostituer les enfants, donc ça reste complètement, c'est un sujet complètement différent aussi. C'est une vraie misère. Et c'était tu dois changer, alors que le petit il arrive juste et c'est juste qu'on essaye de tous remettre robotiser et du coup c'est vrai que un peu cette impuissance que je comprenais pas et c'est vrai que je me disais, je suis un peu arrivée les premières semaines en mode sauveuse, ça y est, je vais... Mais oui. Et en fait, c'est vrai que vraiment se rendre compte de la réalité, c'était un peu dur. J'ai mis 12 mois un peu à me rendre compte qu'en fait... du coup, vous êtes resté pendant 12 mois j'ai fait 12 mois, oui, le volontariat. Ah ouais, ok. Et c'était une bonne période, quoi. Mais une bonne période, mais j'ai quand même été les 12 mois éblouis pour comprendre que j'étais ni Sœur Thérèse machin qui allait rien faire en fait. C'était un peu difficile, mais c'est dur. Comprendre un peu, en France, eux ils se posent pas du tout cette question, c'est un peu super tabou, on en parle surtout pas, alors qu'on le voit partout. Mais on voit pas, ça existe pas. Ah ouais. Et du coup en France, pouvoir trouver des gens qui puissent mettre des mots là-dessus et oui, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, oui, mais ça se détabouise au fur et à mesure, et dans une certaine culture, pour une certaine population. Enfin, je pense que tout ce que je dis là, je le calquerai jamais à un autre pays, ne serait-ce que parce que c'est pas la même culture et parce que je sais pas ce qui s'y passe et parce que... Mais après aussi, ce que je viens de dire, c'était une translation complètement différente, c'est comme on disait, c'était des enfants, donc c'était pas du tout la même chose que des adultes qui font leur choix. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais, et là il y a plus un... non, j'en sais rien en fait, mais ouais. Et du coup, donc vous êtes vous êtes en équipe, c'est ça? On est 3. 3, ouais. Okay. Et donc j'ai réussi à avoir un entretien malgré tout avec l'amicale d'Uni. Ouais. Du coup je vais pas le faire comme je le fais ici. D'accord. Mais je me pensais si vous avez... Est-ce qu'il y aurait une autre personne motivée pour faire un autre témoignage? Ben je vais essayer. Oui, je vais essayer de faire le... Mais alors du coup ça serait un profil... Mais ce serait exactement la même grille de questions. On est à peu près... c'est à peu près toutes mis d'accord sur les questions. Bon, après on n'a pas du tout posé les mêmes questions par exemple à l'amicale d'Uni, j'imagine. Enfin elles vont faire ça. Mais dans l'idée, on part à peu près sur tout l'engagement d'une personne dans une association des travailleurs du sexe. Ok. Ben je vais essayer. Oui, carrément.